Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro d'Espace Éco. Les institutions internationales sont formelles, la dette de l'Afrique croît à un rythme effréné, alors que certains pays sont devenus vulnérables du fait de leur dette, d'autres sont dans une situation intenable, principalement alimentée par les emprunts d'État sous la forme d'obligations, de crédits bancaires commerciaux ou encore de prêts contractés auprès de créanciers privés. La dette publique africaine inquiète et suscite des interrogations. Ceci dans un contexte où la part due à des organisations multinationales reste majoritaire et où la Chine, grand partenaire commercial de l'Afrique, semble renforcer sa position et pourrait détenir à elle seule près de 20% de l'ensemble de la dette publique africaine. Beaucoup d'institutions internationales donc tirent la sonnette d'alarme et appellent même à une amélioration de la gestion des économies nationales. Mais alors, comment comprendre l'engouement de nos États pour l'endettement? Quelle gestion ces États font-ils de cette dette? Quels sont les risques? Y a-t-il des alternatives moins onéreuses et aussi avantageuses? Autant de points d'ombre que nous allons éclaircir avec mes invités que je vais me faire le plaisir de vous présenter juste après une petite pause. Avec moi sur ce plateau aujourd'hui, Monsieur Steve Oda, il est entrepreneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci Inès et salut aussi aux téléspectateurs de Sika TV. En face de vous, nous avons Monsieur Rodrigue Rustico, il est spécialiste des questions économiques. À vous aussi, je dis merci d'être là. Bonjour à vous, bonjour aux amis téléspectateurs. Alors, chers invités, nous allons d'abord comprendre l'engouement de nos États pour l'endettement. Est-ce que vous comprenez la chose? Vous comprenez la démarche? Oui, il faut comprendre la démarche parce que, vous savez, l'endettement, du moins si vous voulez, la dette, c'est un levier de développement. Et on ne peut pas aujourd'hui vivre sans la dette. D'accord, vous prenez même un individu de vous, doit pouvoir vivre avec la dette, une entreprise pareil et un État également, c'est pareil. Alors c'est pour vous dire que pourquoi est-ce que les États africains font recours à la dette, tout simplement parce qu'en interne, de façon endogène, le taux d'épargne est très faible, d'accord. Le taux de l'investissement également est très faible. Vous savez, il y a un lien entre l'épargne et puis l'investissement. Et du coup, pour combler alors ce vide dans l'œuvre, on est obligé de faire recours alors à de nouveaux emprunts. D'où les États africains sont obligés d'aller vers de nouveaux emprunts. Mais il faut regarder un peu l'aspect du service de la dette de l'extérieur. Comment il faut gérer la dette. Et c'est ça que nous appelons le service de la dette. Je crois que tout au long de ce départ, on a revenu un peu sur le service de la dette, comment il faut gérer ça et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour éviter tout simplement les dérapages économiques. Steve Oda. Ok, merci Inès. Bon, je dirais déjà que quand pour un État, c'est deux politiques. Vous gérez sa politique économique. Vous avez la politique monétaire, la politique budgétaire. Donc pour les pays comme le Bénin qui sont dans une zone, dans une union monétaire, ils ne peuvent pas quand même manier la politique monétaire. Donc ici, il est question de jouer beaucoup plus sur la politique budgétaire. Donc, quand on parle de politique budgétaire, c'est aussi les dépenses de l'État et les recettes. Donc vous allez, lorsque vous élaborez votre budget, vous avez les dépenses. Et à côté des dépenses, vous avez les recettes. Donc, si vous avez par exemple un budget de 1000 francs, vous avez une capacité de mobiliser 700 francs à l'interne. Donc, il vous faut par exemple 300 francs. Donc, ce n'est pas possible de l'avoir maintenant. Donc, il faut aller chercher ça ailleurs. Donc, les pays qui, comme le nôtre, qui ont une faible capacité de mobilisation des ressources, sont obligés d'aller chercher les ressources ailleurs pour essayer de combler le déficit, d'où le besoin de recourir à l'aide. Il faut dire aussi que, bon, comme les États, comme les entreprises, pour pouvoir booster son activité également, vous devez recourir à des crédits, à des dettes. C'est ce qui fait avancer votre activité. Donc, c'est inévitable de pouvoir recourir à la dette. Mais il faut pouvoir contrôler la dette. Ce sera le but de la discussion ici. Justement, comment faire ce contrôle-là? Oui, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, vous faites le rapport. Si je dépense plus que je gagne, je serai endetté. Et donc, ici, c'est de pouvoir renforcer notre capacité de mobilisation des ressources à l'interne. C'est parce que les recettes sont inférieures aux dépenses que nous sommes souvent en déficit. Donc, ici, il faut développer des mécanismes d'abord qui permettent déjà de pouvoir mobiliser assez de ressources à l'interne. Et au niveau de la dette également, il faut avoir une bonne stratégie de contraction des dettes. Voilà. Ici, la plupart des pays sont
ont recours aujourd'hui aux emprunts à l'étranger, qui revient beaucoup plus cher. Et quand on sait également que les taux d'échange sont volatiles, lorsque vous contractez une dette à l'intérieur, ça pourrait vous redevenir cher. Donc il faut, comme certains pays le font déjà, de pouvoir mobiliser des ressources à l'interne. Je prends l'exemple, par exemple, le Mali vient de lancer le 17 juin dernier un emprunt obligataire sur le marché de l'UEMOA de 100 milliards. Pour moi, ce sont des exemples qui sont appréciables. Nous avons un marché monétaire, nous avons une bourse régionale sur laquelle on peut, un marché financier, nous avons également une bourse sur laquelle on peut déjà mobiliser des ressources. Si de plus en plus les pays africains peuvent mobiliser des ressources à l'interne, c'est préférable que d'aller mobiliser des ressources à l'extérieur où la volatilité du taux de change peut quand même les amener à être surendettés. Donc je pense que la première stratégie que moi je demande d'avoir, c'est améliorer la capacité de mobilisation des ressources, des recettes au niveau local, et également pour les emprunts, il faut se focaliser en partie sur le marché régional. Rustico ? Oui, par rapport à cela, vous savez, il est important de parler d'abord de ce qui mine, d'accord, ces économies africaines. C'est-à-dire, c'est l'accroissement, en fait, d'accord, du remboursement du capital emprunté qui crée le surendettement. Tout simplement parce que, vous savez, les États africains sont dans un besoin interminable, infernal, de manière que, comme il vient de le dire, ils n'ont pas la politique de leurs moyens. Ils sont obligés de combler alors ce vide-là à travers alors les ressources extérieures. Mais lorsque vous voulez le faire, il faut tout simplement travailler pour que de façon locale, vous puissiez produire davantage. Parce que le problème, c'est quoi? On ne produit pas localement, mais on fait recours à de nouveaux emprunts. Or, vous savez, quand on parle d'emprunt, quand on parle de l'endettement, ce n'est pas seulement le principal que vous payez. Vous payez le principal, vous payez encore des intérêts. Donc, les charges d'intérêt viennent également alourdir un peu la surface financière de l'État, ce qui fait que l'État se voit dans une position de reverser toutes ces devises à l'extérieur. Donc, conséquence, il vaut mieux travailler en interne pour que nous puissions être un modèle économique. Alors, la plupart des États africains ne sont pas des modèles économiques parce que la plupart des États africains constituent aujourd'hui des pays de transit. Il faut produire localement pour créer de la devise en interne. Parce que c'est parce qu'il y a de l'insuffisance en termes de mobilisation des ressources en interne qu'on fait recours à l'extérieur. L'autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut opérer à des transferts de compétences, à des transferts de technologie. Si vous n'avez pas la politique de vos moyens en termes de production, il vaut mieux tout simplement travailler pour pouvoir ramener dans votre pays des outils, des machines, de la technologie, vous permettant alors de produire en grande masse. Aujourd'hui, nous voyons quand même des États qui se disent, oui, je vais militer à ce que je puisse avoir de nouvelles machines de production, mais laisse l'élément pionnier qui est alors le socle de développement, c'est l'agriculture. On ne peut pas occulter l'agriculture et penser qu'on peut se développer. Et on ne peut pas également prendre l'argent d'autrui et ne pas bien gérer. Vous voyez, donc le service de la dette, il faut faire face à ces obligations. Et ce qui est clair, les États africains, la plupart du temps, contractent une dette, n'arrivent pas encore à payer, contractent encore une nouvelle dette, n'arrivent pas à payer, et ça s'accumule. De manière à ce que le surendettement est très élevé. Et quand vous faites le point, dans la plupart des pays africains, vous allez voir avec moi que quand on compare le cumul des dettes, d'accord, d'une période donnée, au PIB, d'accord, produit intérieur brut, on voit que la dette fait pratiquement 40 à 50% du PIB. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire quoi? Les richesses que vous créez, d'accord, dans une entreprise, dans un État africain, par exemple, par rapport aux dettes que vous avez contractées, on voit que les dettes occupent pratiquement la moitié. Vous voyez que c'est une calamité. Donc, on nous demande alors de repartir encore vers la production locale. On doit pouvoir produire et être un modèle économique. Donc, aujourd'hui, il est important que chaque État africain se donne d'abord la chance d'être conscient de l'enjeu, que ah oui, je suis vraiment surendetté. Comment faire alors pour pouvoir opérer alors au changement des données? Mais nous voyons quand même qu'il y a aussi un autre aspect que je vais développer rapidement. La plupart des pays africains ont souvent l'habitude de subventionner des sociétés. Et les subventions, la plupart du temps, vont dans le fonctionnement. Le fonctionnement ne peut pas faire développer un pays. C'est l'investissement qui fait développer un pays. La plupart des subventions de l'État vont dans le fonctionnement, le paiement des salaires, les missions, ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas le développement. Parce que le développement, c'est un aspect beaucoup plus durable.
Mais lorsque vous regardez un peu le développement sur l'aspect à court terme, vous n'allez pas atteindre le développement. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il est important de mettre l'accent sur ça, que c'est grâce à l'investissement que nous pouvons atteindre le développement. La consommation, les services, ça, c'est une étape finale, tout simplement, du processus de développement. Je crois que les États doivent prendre cela très sérieux pour que nous puissions changer les données. C'est vraiment important. Je pense que, bon, par la grâce de Dieu, ça va arriver. Steve Oda? Ok, donc je vais revenir en fait sur les causes de l'endettement parce qu'il faut qu'on ait déjà il faut faire un bon diagnostic afin de trouver les bonnes solutions. Donc, selon les statistiques du FMI, la dette publique en 2018 représentait 57% du PIB africain. Donc 5 fois plus que celui en 2013. Donc en 5 ans déjà, on a multiplié par 5 la dette. Donc, c'est dit que c'est un peu criard. Mais dans le même sens, il faut regarder. Est-ce qu'on peut considérer là que les États africains n'ont pas encore pris conscience de la chose? Non, les États ont bien pris conscience. Vous allez voir que la plupart des États africains ces dernières années ont développé des plans très ambitieux. Des plans nationaux de développement très ambitieux. Cela demande à pouvoir mobiliser suffisamment de ressources, d'où cette envie d'aller chercher de l'argent ailleurs. Donc, ce qui explique... Mais le problème de la dette ici, il y a des raisons. Il y a des raisons qui expliquent pourquoi est-ce qu'on est suffisamment endetté. D'abord, du point de vue de gestion budgétaire, on est moins transparent et on est moins rigoureux. Ça, c'est une première cause. L'autre chose, c'est que la plupart des États africains vont recourir à des emprunts étrangers dont les taux sont plus élevés et supérieurs, augmentent plus vite que les recettes au niveau national. Ça, c'est un autre problème. Vous avez aussi des États qui dépensent énormément d'argent en période électorale. Voilà. Les périodes électorales sont pour beaucoup de pays l'occasion de pouvoir dépenser beaucoup plus qu'ils n'en gagnent. Donc, ces causes ont entraîné, en fait, et aussi, comme vous l'avez précisé dans votre introduction, de recours à des créanciers privés, comme par exemple la Chine qui détient un grand nombre de créances vis-à-vis des pays. Ces créanciers sont plus chers, d'ailleurs. Sont beaucoup plus chers. Donc, la somme de toutes ces conséquences vont forcément entraîner la dette. Parce que dans un autre sens, on n'est pas en train de travailler sur la capacité de mobilisation des ressources. Donc, si on veut, en fonction de ces problèmes-là, les résoudre, il faut d'abord, étant donné que l'emprunt est plus cher ailleurs, il faut d'abord recourir à un emprunt moins cher à l'interne. Ça, c'est la première des choses. L'autre côté, si la rigueur, il faut assainir les finances publiques, il faut une gestion beaucoup plus transparente de nos économies et ensuite, il faut qu'on soit beaucoup plus concentré, comme il a dit, sur l'investissement. Pourquoi est-ce que la Chine détient le plus grand nombre de créances? Vous allez constater que la Chine a une politique d'installation qui se résume à pouvoir investir dans les infrastructures. Donc, beaucoup de pays recourent aujourd'hui à la Chine pour développer leur infrastructure. Vous n'êtes sans savoir, si vous êtes en train de passer du côté de Cotonou, que des travaux se font au niveau du stade de l'amitié, par exemple. Donc, quand vous êtes en face de ces cas de figure, c'est quoi? C'est que ce que les Chinois sont en train de faire, il faut également penser à ce que les nationaux puissent le faire les années à venir pour qu'on ne soit plus obligé de recourir à la Chine. Donc, plus simplement, il faut que lorsque ces entreprises-là viennent travailler ici, il faut qu'ils transfèrent en même temps la technologie. Voilà. De sorte que, après avoir réalisé les Béninois qui ont participé également à la construction de ces infrastructures aient désormais les compétences de pouvoir le faire. Ça, c'est l'autre chose. Mais ils vont avoir cette compétence si déjà en amont, au niveau de la formation, déjà ils ont les prérequis pour pouvoir développer. Moi, je pense que les Africains sont capables aujourd'hui de pouvoir développer des infrastructures comme la Chine le font. L'échangeur en Côte d'Ivoire a été aussi pensé avec des jeunes qui sont des écoles en Côte d'Ivoire. Donc, on peut trouver des ingénieurs, des compétences, en fait, au plan local, quitte à ne pouvoir aller chercher l'aide ailleurs. Ça, c'est l'autre chose qu'il faut faire. En plus de ça, comme je l'avais dit, il faut beaucoup plus de transparence dans la mobilisation des ressources. Peut-être on va revenir sur comment est-ce qu'il faut mobiliser des recettes. Je ne sais pas si c'est la suite. En attendant, je voudrais bien avoir l'avis de Rodrigue Rustico. Alors, la saine gestion de la dette est en cause, là. Oui, bien sûr. Vous savez, une chose est de faire recours à de nouveaux emprunts, mais l'autre chose est de faire face au service de la dette extérieure. Faire face au service de la dette extérieure, c'est de payer
d'accord, et de payer à bonne date. À bonne date. D'accord. Et pour le commun des mortels, il faut que les gens comprennent. Quand vous prenez de la dette chez quelqu'un, d'autrui, vous devez rembourser ça avec intérêt. Et la plupart du temps, lorsque vous ne payez pas à bonne date, vous tombez alors dans des situations d'impayés. Et vous voyez, si tant est que vous ne vous préparez pas localement pour mobiliser des ressources, pour faire face alors à cette obligation, cela va vous poser un problème. Mais ce qui est fondamentalement à la base de ces problèmes, souvent, c'est quoi? On prend souvent des dettes à courte durée et on va les mettre dans des investissements. Vous voyez, je ne peux pas prendre un crédit à court terme et aller investir avec. Ce n'est pas possible. J'ai des problèmes de trésorerie. Parce que l'échéance pour un crédit à court terme est très proche, mais j'ai investi cela dans une immobilisation, dans des infrastructures socio-communautaires, mais qui doivent être amorties sur plusieurs années. Vous voyez, donc du coup, beaucoup d'États africains n'arrivent pas à faire la part des choses. Et donc, si vous ne le faites pas, le chef de la dette aura des problèmes. Donc, vous ne pouvez pas faire face à vos engagements à bonne date. Donc, c'est ça en réalité qui est à la base du fait que les États africains n'arrivent pas à faire face à cette obligation-là. L'autre, je crois quand même qu'il y a un travail qui se fait progressivement dans les États africains où la quote-part du budget à financer par l'extérieur commence par être rétrécie. Et c'est ça. Il faut parvenir à diminuer ce pourcentage-là. Vous imaginez, entre-temps, dans certains pays africains, c'est pratiquement 70% qui quitteraient normalement l'extérieur. On a quitté 70%, on est venu à 50%, on a été tombé vers 40%. L'idéal, c'est d'aller vers pratiquement 10%. Pour que nous puissions arrêter avec la dépendance, parce que la dette crée une dépendance en fait. La dette crée une dépendance et celui qui vous appuie vous impose un certain nombre de conditions. Et puis on vous dit par exemple que, bon, en termes d'infrastructure, en termes de construction, de ce que vous voulez faire avec moi, mon argent, je vous envoie la technologie, je vous envoie l'expertise. Or, dans ce cas-là, cela ne nous arrange pas. On connaît des pays africains où des étrangers sont venus construire des infrastructures socio-communautaires où pour changer même le micro, il faut faire recours alors à ceux-là. Vous imaginez, cela, ça crée une dépendance économique, financière, toute forme de dépendance, cela se crée comme ça. Et donc, il faut diminuer la dépendance. C'est vrai, nous sommes des pays en voie de développement, mais si tant est que nous ne sommes pas encore conscients qu'il faut relancer encore notre production et être un modèle économique, c'est qu'on n'est pas encore à la fin de notre calvaire. Donc, il faut vraiment travailler localement. Il faut que les décisions politiques suivent. Parce que vous savez, quand on parle de politique budgétaire, politique monétaire, tout ça, il faut forcément une décision politique. Il faut forcément des actions politiques. Si les actions politiques ne sont pas là, on ne veut pas vraiment assister à une bonne politique économique. Donc je pense que tout part d'abord des autorités des États africains qui doivent être conscients du fait qu'à l'enjeu des tailles, on s'endette trop davantage, mais on ne travaille pas en interne pour faire face à ces obligations-là. D'où on nous envoie naturellement vers la production. Vous avez vu la dernière fois, le Nigeria nous a envoyé un pic au Bénin. Et puis, ça faisait réfléchir tout le monde. Ceux-là qui sont sur le plan économique ont compris le signal. C'est un signal fort. Il faut aller travailler localement pour être un modèle économique, pour imposer alors sa marque à ces pays voisins. Mais lorsque vous ne le faites pas et que vous êtes un pays de transit, comprenez avec moi que vous ne pouvez pas faire du bien à l'économie qui est encore dans votre milieu. Donc, il faut travailler de façon locale pour que nous puissions avoir des modèles, nous puissions être des modèles économiques. Ça, on dit par tel pays, on doit citer une référence économique. Tel pays, on doit citer une référence économique. Mais aujourd'hui, on cite beaucoup de pays, mais on ne parvient pas à citer des références économiques. Dans ce cas-là, on considère alors tous ces pays-là comme étant des pays de transit, des pays qui ont facilité la translation d'un pays A vers un pays B. Ça, ce n'est pas du tout du business, ce n'est pas du tout, sur le plan économique, cela ne peut pas s'expliquer. Donc, c'est un appel pour les États africains à revoir la politique économique interne et comprendre quand même qu'il faut faire d'abord confiance, d'accord, aux opérateurs économiques nationaux. Il faut travailler avec les acteurs nationaux parce que lorsque vous faites recours à quelqu'un qui est à l'extérieur, il vous crée naturellement les dépendances et vous n'avez pas le choix parce que vous êtes dans le besoin. Et celui-là qui a l'extérieur se dit, bon, comme il a le besoin, moi-même je profite, en fait, pour combler alors un certain nombre de vides. Et ces vides-là, c'est une dépendance pratiquement à vie. Donc, il faut qu'on arrête avec cela. Et que lorsqu'on veut aider, il faut aider. Mais bon, il n'y a pas d'aide gratuite aussi non plus. Oui, mais comment concrètement arrêter la dépendance quand nous savons que le niveau d'épargne et d'investissement interne est encore très faible, hein? Oui, c'est très faible. C'est pour ça que je dis, il faut revoir également les acteurs locaux.
Il faut travailler localement d'abord. Vous savez, c'est quand localement ça ne va pas, on ne parvient pas à mobiliser les ressources qu'on fait recours à l'extérieur. Mais si tant que nous avons la capacité de mobiliser les ressources en interne, le problème ne se pose pas. Ça veut dire quoi? L'État doit pouvoir être en mesure, les États africains doivent pouvoir être en mesure de créer beaucoup plus de services. Créer beaucoup plus de services pour collecter beaucoup plus de tasses. Si vous ne créez pas de services, parce que vous ne créez pas de la valeur ajoutée, l'État n'a jamais créé de la valeur ajoutée, c'est le privé qui crée de la valeur ajoutée. Quand on parle du PIB, ce n'est pas l'État, c'est le privé qui crée la valeur ajoutée. Donc, c'est la contribution, d'accord, du privé qui donne naissance au PIB. Donc, l'État doit pouvoir mettre en place des cadres favorisant le secteur privé à créer beaucoup plus de la valeur ajoutée. Si l'État est en mesure de collecter beaucoup plus de taxes et d'impôts, mais pourquoi faire recours encore alors à l'extérieur? Vous voyez, pourquoi faire de quoi en parler? Mais c'est vrai qu'il y a un petit nœud, parce qu'un pays qui ne s'endette pas n'est pas un pays normal. Ah, ça, c'est vrai. Un pays qui ne s'endette pas n'est pas un pays normal. Vous prenez par exemple les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Mais c'est le pays également le plus développé. Vous le savez très bien. Donc, c'est un pays qui est développé, mais ils ont pris la dette comme étant un levier, d'accord, de développement. Vous voyez, quand vous prenez la dette comme un levier de développement, vous prenez la dette aujourd'hui, vous allez investir la dette dans des activités, d'accord, dont le retour sur investissement est certain. Bon, la plupart du temps, dans les États africains, les gens investissent dans des activités non productives. Ce qui fait que cela freine le développement. Donc aujourd'hui, il faut changer un peu les données. Vous allez voir, je prends le cas de la sous-région, la Côte d'Ivoire par exemple. La Côte d'Ivoire où le président s'est endetté correctement pour construire le pays. Mais aujourd'hui, les gens jouissent de cela. Vous voyez, c'est ça en fait le processus de développement. On ne peut pas construire un pays sans la dette. On ne peut pas gérer une entreprise sans la dette. Mais comment faire face à la dette? C'est qu'il faut travailler en interne. Il faut travailler en interne, il faut lever un certain nombre de barrières. Il ne faut pas seulement penser à transférer la technologie de l'extérieur sur le plan national, sans pour autant inculquer le savoir-faire aux nationaux. Parce que lorsque les nationaux ne peuvent pas faire le travail, ça pose un problème. Mais il vaut mieux envoyer les nationaux aller se faire former à l'extérieur que de faire renvoyer cette expertise de l'extérieur dans nos pays respectifs pour que ceux-là travaillent chez nous. S'ils travaillent chez nous, en fait, vous savez, qui veut rester sous le soleil? Personne ne veut rester sous le soleil. Donc, si c'est bon pour eux, ils préfèrent alors créer davantage alors cette dépendance-là. Donc, c'est une responsabilité des États de l'Afrique à croire d'abord en eux, d'accord, à croire d'abord aux richesses économiques, d'accord, dont ils disposent, et à travailler à les valoriser davantage. J'ai souvent l'habitude de dire, quand vous prenez tous les États africains, la plupart des États, là où il y a un port, vous allez voir forcément les rails qui vont circuler. Parce que ça permet tout simplement d'aller tracter les matières premières ailleurs et d'envoyer les matières premières à l'extérieur et de les transformer. Et on se met encore en rang pour aller acheter ces matières premières qui ont quitté dans nos États et on va encore les racheter. Vous voyez un peu? Donc ça pose un problème. C'est pour vous dire quoi? Que en termes de matières premières, l'Afrique est en mesure de faire beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas la capacité de production. Et au lieu d'aller exporter alors cette compétence en termes de technologie, en termes de machines, on préfère alors que ceux-là viennent chez nous, prendre nos matières premières, repartir, les transformer et nous renvoient encore nos mêmes produits transformés. On se met encore en rang pour aller acheter. Vous voyez, c'est vraiment un peu bizarre quand vous voyez des choses comme ça. En économie, ça ne peut pas s'expliquer. Vous ne pouvez pas être maître de la matière première et être alors le premier consommateur sachant que vous n'avez pas produit. Vous voyez, c'est des aberrations économiques qu'il faut toujours corriger. Bon, on est en train de discuter toujours avec les acteurs pour que les acteurs comprennent. Nous n'avons pas besoin d'envoyer à l'extérieur nos matières premières. Il faut les transformer. Dès que vous ne les transformez pas, l'individu qui veut acheter vos matières premières l'achète au prix où il veut. Et il va vous renvoyer le même produit transformé, mais cher. Vous allez payer encore cher. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons pas encore atteint le niveau où il faut commencer alors par refuser un certain nombre de choses. Mais je pense que progressivement, on va y arriver. On va commencer par relancer un peu la production locale et aller vers tout au moins les produits semi-finis, même si ce n'est pas un produit complètement fini, mais ne serait-ce que quitter l'étape de matière première et aller vers les produits semi-finis. Et au moins, un produit semi-fini sera beaucoup plus vendu qu'un produit qui a l'étape encore matière première. Donc, l'industrialisation de l'Afrique pose un problème. Il faut parvenir à vraiment industrialiser notre modèle économique pour que nous puissions vraiment tirer les gains de l'économie. Steve Oda, à votre avis, où est-ce que ça bloque?
Ok, ça bloque, comme je le disais, toujours à 2 niveaux. Premier niveau, c'est qu'on a des besoins de financement qui ne sont pas vraiment bien analysés. Donc, il faut d'abord, à ce niveau, il faut bien analyser les besoins d'investissement de nos pays. Je dis, recette doit être égale à dépenses. Donc, il faut d'abord rééquilibrer les besoins de financement en fonction de notre gestion financière. Maintenant, concrètement, cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que nous avons besoin pour pouvoir augmenter les recettes, parce que c'est les recettes qui sont inférieures aux dépenses. À ce niveau, c'est sur 2 niveaux que nous devons travailler. La mobilisation des taxes, impôts, tout ça à l'interne, puisque c'est un outil quand même de mobilisation des ressources, la politique fiscale. Donc, quand on parle de politique fiscale, on regarde qu'en grande partie, il y a une minorité de personnes qui sont généralement des entreprises formelles qui contribuent à accroître les recettes de l'État. Donc, il y a une grande partie actuellement dans l'ensemble des pays au sud du Sahara qui ne payent pas les impôts. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas les impôts? Voici une question qu'il faut s'interroger. Si les ressources publiques sont gaspillées, sont mal gérées, et que l'individu dans son pays n'a pas accès à l'eau, n'a pas accès aux infrastructures socio-communautaires, et n'a pas accès aux services de base, il ne pourra pas contribuer. Déjà, il faut une bonne gestion de nos États, quitte à amener le contribuable à savoir que quand je paye l'impôt, c'est bon pour moi. Donc, une politique de pouvoir encourager les gens à payer l'impôt et aussi d'augmenter l'assiette fiscale, parce qu'aujourd'hui, les grandes entreprises sont asphyxiées, parce qu'ils sont les seuls à payer. Si, par exemple, c'est 1000 personnes qui doivent payer, que c'est 5 personnes qui supportent tout, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, il faut élargir l'assiette fiscale de sorte qu'on puisse trouver des mécanismes simples à ce que tout le monde puisse contribuer à la hauteur de ce qu'il a comme activité. Donc, ici, moi, je pense qu'il faut bien gérer les finances. Et gérer les finances, ça veut dire qu'il faut des modèles, il faut que les dirigeants africains soient des modèles de sorte que ça encourage le citoyen à pouvoir payer correctement ses impôts. Donc, le citoyen doit comprendre également que si je vais exiger plus, je dois contribuer. Parce que ce qui fait que les États sont en train de contracter la dette également, c'est qu'il y a également au niveau de nos populations, beaucoup de demandes sont exprimées vis-à-vis des dirigeants. Donc, étant donné qu'il y a tellement de besoins, le dirigeant, on lui soumet tellement d'offres, de besoins, qu'il est obligé d'aller s'endetter pour pouvoir les régler. Donc, il faut d'abord à ce niveau régler ces problèmes de paiement des impôts. Ça, c'est pour la politique fiscale. Maintenant, pour accroître également la recette, c'est qu'on a longtemps que nos pays sont restés déficitaires au niveau de leur balance. Quand on parle des balances, c'est les exportations, les importations. Comment on fait aujourd'hui pour qu'au niveau des exportations, parce que c'est là où la richesse, c'est là où on gagne des devises, c'est là où on accroît notre richesse. Au niveau de l'exportation, qu'est-ce qu'on doit faire pour accroître nos exportations? Ce qu'il faut faire déjà, comme il avait dit Rustico a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir développer l'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui est un secteur transversal sur les autres secteurs. Lorsque vous développez l'agriculture, automatiquement, le secteur industriel commence à se développer. Moi, j'ai produit des tomates, j'ai produit de l'ananas, j'ai produit du riz. Automatiquement, je dois les transformer. Donc, j'appelle déjà la réflexion au niveau de l'industrie. Une industrie qui se met en marche. Dès que l'industrie se met en marche, les gens commencent à travailler et tout ce qui est transformé doit être distribué, doit être envoyé sur le marché. Donc, les services automatiquement prennent le relais. Et comme ça, de plus en plus, on a une agriculture qui se mécanise parce que les besoins sont beaucoup plus élevés. Si l'agriculture se mécanise, on a beaucoup de production, on peut transformer. Si on peut transformer, les services se développent et comme ça, on peut accroître nos richesses. Donc, d'un autre côté, il faut assainir les finances, il faut analyser nos besoins de financement. Mais de l'autre côté aussi, il faut mobiliser les ressources à l'interne. Mobiliser les ressources à l'interne revient donc à mettre en place une politique de diversification de nos économies et ensuite une autre politique de pouvoir les commercialiser. Donc tout ça, pour pouvoir réussir, il faut revoir la formation. Il faut former des gens aujourd'hui qui sont capables de produire. Vous avez des gens qui sortent des universités, qui sortent des écoles, qui sont incapables de pouvoir être productifs sur le marché. Donc aujourd'hui, on avait fait une enquête déjà il y a 1 an de cela, où les chefs d'entreprise disent que quand ils recrutent une personne, ils sont satisfaits après 1 an, voire 2 ans. Alors, ça veut dire que le niveau de satisfaction doit prendre du temps, puisque l'individu, il n'est pas tout de suite positif, il n'est pas performant. Donc quand il vient sur le marché de l'emploi, il faut beaucoup de temps avant qu'il s'adapte. Alors que s'il était compétent quand il reste sur le marché, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises et c'est une bonne nouvelle pour l'économie également.
Donc il faut travailler sur la formation, il faut renforcer le capital humain. C'est ce qui est productif pour l'économie. Alors, Rodrigue Rustico, que vous inspire par exemple le cas du Ghana? Le Ghana qui s'est résolument, qui a tourné dos, on va dire, aux institutions de Bretton Woods et qui s'est résolument tourné vers le développement au plan local. Oui, mais c'est la bonne décision. Pour couper coup à la dépendance de part des et d'autres, il faut faire recours tout simplement à son économie locale. Il n'y a pas de manière. Vous savez, on ne nous aide pas en réalité. Ces pays-là ne nous aident pas en réalité. Parce que aider quelqu'un, c'est sans contrepartie. Quand on parle d'aide, c'est sans contrepartie. Donc si le Ghana a pris cette décision, mais pourquoi pas les autres États? Parce que le Ghana est conscient de l'enjeu, est conscient de combien il reverse à l'extérieur. Il se dit, mais il vaut mieux carrément que je travaille en interne, je puisse revoir mes politiques de mobilisation des ressources en interne. Au lieu que le Ghana se dise, bon, moi je suis un pays de service. Non, le Ghana se dit, je veux être un pays beaucoup plus de production, d'investissement, d'accord, avant d'être un pays de services. La plupart des États africains sont des pays de services. Or, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas construire une économie, un modèle économique sur le service. Non. Bâtir un modèle économique, c'est à base de l'investissement. Les gens ont toujours occulté l'investissement. On parle d'investissement direct mais étranger, mais si vous n'assainissez pas vos finances publiques, aucun investisseur n'est prêt pour venir. Donc, il faut d'abord assainir. C'est un problème de gouvernance, d'accord? Il faut assainir le secteur public, pour capter ce que nous appelons les IDE, les investissements directs étrangers, qui peuvent alors naturellement contribuer au développement. Parce qu'une personne qui investit doit être en mesure de produire, et quand on produit, on va distribuer, quand on va distribuer, on va consommer. Vous voyez, c'est une chaîne. Et donc, la plupart du temps, la plupart des pays africains ont laissé l'investissement, ont oublié la production, et ils sont au niveau de la consommation. Or, vous savez, quand vous allez finir de consommer, les biens et services sur le terrain vont terminer, et il faut repartir encore à l'investissement. Or, l'économie, c'est un cycle. Il ne faut pas du tout penser qu'on est à la phase terminale et ne pas produire. La production, c'est capital. L'investissement, c'est capital. Donc, on n'a pas le choix. Le Ghana se dit, moi, je suis prêt à investir, d'accord? Je suis prêt à accompagner les entreprises d'État ou privées dans l'investissement. Parce que, vous savez, moi, je suis souvent gêné quand je vois les budgets où c'est une fine partie qui est affectée à l'investissement. Ça veut dire que c'est de la même manière que nous sommes en train de minimiser le développement. Si vous affectez un faible taux à vos investissements, vous affectez également un faible taux à la croissance et au développement. Donc, il est important que nous puissions comprendre que le premier pilier du développement, faire face au service de la dette, c'est d'abord l'investissement. C'est parce que nous allons créer de la richesse, nous allons créer de la valeur, que nous pourrons faire face alors au service de la dette extérieure. On ne peut pas vivre sans la dette, mais on doit être dans la mesure du possible pour que la dette ne vienne pas encore déstructurer notre État. Parce que n'oubliez pas, chaque État a ses politiques, chaque État avec ses moyens, mais si la dette doit pouvoir dépasser encore les mobilisations des ressources en interne, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux alors se contenter alors de ces moyens parce qu'on ne peut pas prendre une dette pour rembourser une dette. La plupart des États africains prennent une dette pour rembourser une dette parce que tu n'as pas encore fini de rembourser telle dette. Tu vas contracter encore une nouvelle dette pour prendre la nouvelle dette là pour aller encore rembourser encore d'autres dettes. Donc, tu es en train d'augmenter ta capacité d'endettement. La plupart du temps, c'est ce à quoi nous assistons. Donc, il faut parvenir à gérer dans pratiquement tous les États africains. Il y a souvent un organisme qui s'occupe du service de la dette extérieure, qui gère régulièrement comment est-ce qu'il faut faire face à ces obligations. Mais s'il n'y a pas l'argent, est-ce qu'on peut faire face aux obligations en interne? Non. Donc, il faut travailler pour que nous puissions mobiliser les ressources en interne pour faire face alors au service de la dette. Donc, je crois que c'est un travail de fond qu'il faut faire. Ce n'est pas du jour au lendemain, on va régler, mais il faut d'abord qu'on travaille en interne. Il a parlé, par exemple, du capital humain, qui est le premier facteur de développement. Les gens sont mal formés, n'attendons même pas quand même à une performance extraordinaire. Si la personne n'est pas en mesure de créer de la valeur ajoutée, mais vous recrutez la personne et vous devez attendre un an, même c'est même trop petit, 2 ans, 3 ans, avant d'avoir ce que vous voulez. Écoutez, il freine le développement de votre entreprise. Et celui-là qui freine le développement d'une entreprise freine le développement du pays. Parce qu'on mesure la richesse du pays par rapport au PIB. Et le PIB, en réalité, c'est le privé qui crée le PIB. Et donc, par conséquent, si vous freinez déjà le développement de votre entreprise, c'est que vous avez freiné le développement du pays.
Et donc, il faut qu'on travaille, d'accord, et qu'on puisse avoir un modèle économique. Demandez dans les États africains concernés quel est votre modèle économique dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ils vous diront, bon, écoute, chaque gouvernement vient, il fait ce qu'il veut, il repart. L'autre vient également, l'autre continuer les actions de l'autre, parce que l'on n'a pas une vision économique pour le pays. Chacun vient avec sa vision, d'accord, et travailler. Et quand il finit avec sa vision, lui, il dépose ses quelques claques, quelqu'un d'autre vient, il met encore en place également son modèle économique. La politique de l'éternel recommence. Voilà, et on reprend. Moi, je suis un peu gêné. Je me dis, mais dans tous les États, on a souvent un peu des problèmes d'ordre énergétique, par exemple. Mais pourquoi ne pas régler ce problème-là et savoir quand même que, définitivement, là, on a fini avec le problème d'énergie. Mais chaque État vient, chaque président vient au pouvoir, il dit, je vais faire telle chose, et il finit à moitié. L'autre vient, il dit, bon, moi, je ne veux pas faire ça, voilà ce que moi, je vais faire, et on reprend encore. Dans ce cas-là, c'est qu'on ne peut pas atteindre le développement, parce que le développement, c'est un ensemble d'actions harmonisées. D'accord? Harmonisées. Mais là, il n'y a pas d'harmonie dans les actions. Donc, je pense que les États doivent pouvoir faire l'effort de revoir un peu leur politique de gestion et assainir vraiment les finances publiques. Alors, Steve Oda, vous avez préconisé la mobilisation des ressources à l'interne. Est-ce que cela ne va pas impliquer des mesures fiscales plus contraignantes? Vous êtes entrepreneur, bien vous sûr. êtes contributeur. Bien sûr, nous sommes contributeurs, c'est pourquoi nous exigeons à ce que tout le monde paye. Si je suis capable... Vous n'êtes pas prêt à augmenter la dose, mais vous optez plutôt pour qu'on implique tout le monde. Voilà, on implique tout le monde, parce que si nous sommes 1000 à payer et que 5 seulement supportent les 1000, ça devient beaucoup plus cher pour les 5. Mais si on élargit l'assiette pour que ce soit tous les 1000 qui payent, les impôts, les taxes vont revenir beaucoup moins chers. Voilà, donc beaucoup plus faibles. Donc moi, je préconise que déjà, on puisse amener tout le monde à payer, mais le juste prix. Le juste prix. Donc cela va demander, comme je l'avais dit déjà, à pouvoir montrer l'exemple, que les gouvernants déjà puissent montrer l'exemple. C'est ce qui va encourager les autres à pouvoir aller vers le paiement de leurs impôts. Sinon, si je paye l'impôt, et que je n'ai pas accès à l'eau, je n'ai pas le courant, je n'ai pas des voies praticables, j'ai du mal à me loger et j'ai comme l'impression que je suis pas écouté. Je pense que les gens ne vont pas trouver raison à payer leurs impôts. Donc, payer l'impôt, mais le juste impôt, et ensuite montrer l'exemple pour que les autres payent. Qu'est-ce qui peut, selon vous, Rustico, qu'est-ce qui peut expliquer justement le fait que le secteur informel fasse encore perdre beaucoup pour l'Afrique? Oh oui, vous savez, nous sommes pratiquement dans des pays informels. Hein. La plupart des pays africains sont des pays qui ont commencé par l'informel. C'est peut-être ce qui explique le retour à l'endettement facile. Bien sûr, bien sûr. La plupart des pays ont commencé par l'informel. Et la plupart des entreprises, d'ailleurs, ont commencé par l'informel. C'est après qu'on commence par se formaliser. Bon, mais c'est pas... moi, personnellement, c'est qu'au niveau du plan fiscal, il faut relativiser un peu les choses. Parce que si l'État même n'est pas en mesure de créer beaucoup plus de services, d'accord, pour collecter beaucoup plus de taxes et impôts, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas nous qui créons les impôts. C'est l'État central qui définit une politique fiscale. Si l'État central définit une bonne politique fiscale, qui n'est pas une politique fuyante, mais qui est une politique attirante, vous allez voir beaucoup vont se lever pour aller payer les impôts. Et aussi, c'est qu'au niveau des impôts, en réalité, qu'est-ce qui dérange? Ils disent, bon, j'ai payé les impôts, mais... C'est la gestion qui est faite. Donc, il y a un problème de reddition de comptes. Il faut rendre compte de l'impôt collecté, comment ça a été dépensé, comment ça a été utilisé, pour que le contribuable puisse se retrouver dedans. Vous voyez, le contribuable ne veut pas grand-chose. Il veut des choses qui sont factuelles, qui sont réelles, qui sont physiques. Il voit, il sent, il voit comme, ah, là, j'ai contribué. C'est vrai, on dit que payer ses impôts, c'est bâtir la nation. Mais le gars paye les impôts, il ne voit pas la nation se bâtir. Donc, ça lui pose un problème. Il se demande, mais pourquoi est-ce que je paye les impôts? Oui, et pour payer les impôts aujourd'hui, c'est vrai, avant de venir ici, on est passé par la route, tout ça, ce sont les impôts. C'est la collecte des impôts et taxes qui contribuent naturellement à mettre en place des infrastructures. C'est vrai qu'il faut communiquer avec le contribuable, lui faire comprendre qu'il a plus à gagner
en restant dans le secteur formel que dans le secteur informel. Mais tout porte à croire que la personne a plus à gagner dans l'informel que dans le formel. Parce qu'il se dit, ben, à quoi ça sert alors de venir alors dans le secteur formel si on doit encore mettre sur ma tête là une charge fiscale importante. Donc, conséquence, le gars préfère rester dans l'informel. Mais là, une chose est très sûre. Il y a les contraintes professionnelles, il y a les contraintes de votre business qui vont vous amener à vous formaliser parce que vous allez vous voir dans des situations où, sans la formalisation, vous ne pouvez pas avoir accès à tel business. Donc, conséquence, l'informel, moi, comme il y a souvent l'habitude de dire, s'impose, d'accord, va s'imposer à vous au moment opportun. Et que l'État doit considérer le secteur informel. La plupart de nos États africains ne prennent pas au sérieux le secteur informel. Vous savez, j'ai fait un peu... Il y a comme un certain laisser-aller. Voilà, il y a un certain laisser-aller et il y a aussi le fait qu'on ne mesure pas le poids, d'accord, l'effet économique de ce secteur informel-là. Vous savez, il y a un pays de la sous-région où j'étais et j'ai découvert que les jardiniers, c'est des gens qui sont dans le secteur informel. Mais l'État a dit tout jardinier peut livrer à des structures formelles et consorts jusqu'à hauteur de 7 millions, par exemple. Mais au-delà de 7 millions, tu es obligé de te formaliser. Vous voyez, ça veut dire qu'on te suit, on te dit, bon, ce que tu fais, on t'encourage à faire, d'accord, mais à partir d'une limite donnée, on t'impose alors la formalisation. Là, il faut considérer le secteur informel. Mais dans beaucoup d'États aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On laisse l'individu dans l'informel. Au contraire, il est dans l'informel, on lui prend encore des tasses. Vous voyez, tu es dans l'informel, tu prends encore des tasses, ça veut dire qu'on vient légaliser ce qui est alors illicite. Parce qu'on ne peut pas te prendre des tasses dans une activité qui est informelle, d'accord? Mais on vient récupérer encore des tasses sur une activité qui n'est pas vraiment formelle. Donc, vous voyez, autant d'incongruités économiques qui font que parfois le contribuable se dit, bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller payer les impôts? Il y a des contributeurs qui vont payer à temps les impôts, mais quand tu es en retard, l'impôt te prend toujours des pénalités. Mais quand tu viens payer à temps, l'impôt ne t'encourage même pas. Ça ne nous encourage pas, nos promoteurs, à venir payer les impôts. On préfère dire, bon, si c'est ça, je préfère alors mettre plus tard alors le paiement là et payer l'impôt et payer la pénalité après, puisque la pénalité, c'est pas grande chose. Vous voyez un peu. Mais le civisme fiscal, il faut cultiver cela. Et là, le service déjà des impôts de ces pays, d'accord, africains, doit pouvoir travailler pour que le contribuable là, considère le fisc comme étant un partenaire de développement et non comme la gendarmerie ou bien comme la police, je ne sais pas trop, ou quand on voit les gars de fils, on doit pouvoir courir. Non, c'est pas ça. Il faut quand même il faut professionnaliser l'administration fiscale, il faut professionnaliser l'administration publique surtout, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est un problème de gouvernance. Parce que si vous ne faites pas ça, ne me demandez pas à moi de venir investir dans votre pays. Parce que si je mets l'argent dans votre pays et que la justice n'est pas sécurisée, on ne peut pas rendre une justice équitable. Les terres ne sont pas sécurisées. Mais vous voyez moi là, venir investir dans votre pays, c'est pas possible. Donc il y a des éléments basiques qu'il faut régler d'abord avant de capter des investissements étrangers. La justice, elle est très importante. L'investisseur qui veut venir dans votre pays veut se rassurer que, attention, quand j'aurai un conflit, je vais au tribunal, vous allez trancher sans parti pris. Il est important pour lui de savoir ça. Il est important de savoir, si je viens investir dans la terre là est sécurisée. Il veut comprendre ça. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas venir. Il sera vraiment réservé pour venir parce qu'il va dire, mais je ne veux pas alors gaspiller mes ressources, je préfère alors aller dans d'autres pays pour aller investir. Donc voilà un peu autant d'éléments sur lesquels on doit pouvoir revenir naturellement sur le plan économique pour pouvoir sécuriser l'investissement des gens. Parce que les gens ne peuvent pas, on ne peut pas prendre l'argent d'autrui et s'amuser avec, et quelqu'un n'est pas prêt pour prendre son argent et s'amuser avec. Alors si vous avez un appel à lancer. Si j'ai un appel à lancer, c'est... Pour conclure cette émission. Pour conclure cette émission, c'est de toucher la sensibilité des dirigeants africains. De leur faire comprendre que nous avons de la richesse. De ne pas banaliser le peu de richesse que nous avons. Et nous pouvons même nourrir ceux-là qui nous aident la plupart du temps. Il faut industrialiser. Il faut parvenir à revoir notre modèle économique. Mais il faut un plan de développement économique. Nous naviguons plus à vue. Ayons un plan. Où allons-nous dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir? Et je suis sûr que le développement sera alors au rendez-vous. Merci beaucoup, M. Ristico. Oui. Steve Oda. Ok, donc je suis bien d'accord sur la dernière partie de son intervention. Il faut qu'on mette en place une loi d'orientation générale qui dicte ce que nous allons faire sur les 100 prochaines années dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur. C'est très important pour qu'il n'y ait pas de changement de vision à chaque fois. L'autre chose que j'aimerais compléter, c'est que moi, j'encourage aujourd'hui les États qui recourent à l'emprunt obligataire sur le marché local. Il est beaucoup moins cher de pouvoir demander du crédit en francs CFA que d'aller demander du crédit en euros. Quand on est dans la zone CFA. Quand on est dans la zone CFA. Donc, mobiliser à l'interne les ressources, c'est très important. Ensuite, comme le disait Thomas Sankara, je vais le paraphraser pour terminer, il faut se servir de la dette
pour se passer de la dette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Je rappelle, chers amis téléspectateurs, que j'étais dans ce numéro d'Espace Éco avec Monsieur Steve Oda. Il est entrepreneur agricole. En face de lui, vous avez Monsieur Rodrigue Rustico, spécialiste des questions économiques. Merci à tous les deux d'être passés sur SICA TV et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.